Bonsoir à tous et bienvenue. À 12 jours des législatives, les moyens de sécurisation du scrutin se précisent. 34 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur l'ensemble du territoire. Plusieurs exercices de simulation d'incidents et de gestion des foules ont été expérimentés ce week-end. De moins en moins de jeunes Ivoiriens sont capables de parler leur langue maternelle, un phénomène qui inquiète des ONG qui se battent pour la survie de ce riche patrimoine culturel. Ces langues finiront-elles par disparaître au moment où l'UNESCO encourage le multilinguisme? Le constat à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, le Niger en proie aux violences terroristes a été endeuillé hier par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine lors du second tour de la présidentielle qui oppose Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président du pays. L'état-major des armées ivoiriennes s'active à sécuriser les prochaines élections législatives à travers l'opération Vision 255-21. À 12 jours du scrutin, 34 000 hommes mobilisés, dont 28 000 gendarmes et policiers et 6 000 militaires, sont prêts à veiller sur les 10 000 lieux de vote. En attendant le jour J, plusieurs exercices de simulation d'incidents et de gestion des foules ont été expérimentés ce week-end. Le reportage de Thiemé Danger. Séguéla, nord-ouest ivoirien. Les forces armées du pays affinent leur savoir-faire en matière de sécurisation des élections. Théâtre des opérations, bureau de vote 3. Des manifestants s'attaquent aux urnes. En face, des agents des forces de l'ordre décidés à leur barrer la route. Les nerfs montent. Les agents sur place sont débordés. Le renfort se positionne et donne l'assaut. Jacquesville, localité balnéaire du sud ivoirien. Le même exercice à court. Ici, lance-affaire a cassé un mouvement de rue, susceptible d'entraver le bon déroulement du scrutin. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre de l'opération Vision 255-21. À Kong, nord-est ou encore à Bangourou, capitale de l'Est, 2 autres localités retenues pour évaluer et peaufiner la stratégie de sécurisation électorale. Les hommes sont briefés. Nous sommes ici pour nous mettre en situation et provoquer un certain nombre de réflexes à tous les niveaux. Pour ce qui est de la matière, c'est-à-dire quoi, le savoir-faire, vous l'avez. Tout ce qu'on va vous demander, c'est un peu de volonté, un peu de jugeote et puis beaucoup de professionnalisme. Avant le terrain, la chaîne de commandement et les hommes du dispositif opérationnel se retrouvent à Jacquesville. Des exposés faits, l'on relève que les exercices visent à évaluer les menaces électorales et les savoir-faire des forces en la matière, mais aussi à apprécier l'environnement sécuritaire dans les 4 régions pilotes et les moyens logistiques engagés dans cette opération qui va mobiliser 34 000 hommes, soit 14 000 gendarmes, 14 000 policiers, 6 000 militaires. Le dispositif testé, l'état-major des armées rassure. C'est près de 10 000 lieux de vote qu'il s'agit de sécuriser et c'est près de 7 millions d'électeurs qui vont prendre part à ce scrutin. En tout cas, nous voulons rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Ces exercices ont mis en scène plusieurs scénarios de simulation de gestion des foules. Dans les 4 régions pilotes, les leaders d'opinion locaux ont été associés, avec pour objectif s'imprégner de l'état d'esprit des troupes, mobilisées et prêtes à sécuriser la course à la chambre basse du Parlement bicaméral ivoirien. Intéressons-nous à présent au bilan de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire du gouvernement, le PAP 2020, présenté ce lundi au plateau. Ce programme, adossé au Plan national de développement PND 2016-2020, s'est poursuivi malgré la crise sanitaire. Pierre Dipomela, Eric Imo pour les précisions. Le programme d'action prioritaire du gouvernement, adopté le 28 janvier 2020, soit au cours de la dernière année du PND, Programme national de développement 2016-2020, ne s'est pas arrêté malgré la crise sanitaire de la Covid-19. Le porte-parole en a fait le bilan. La transformation de l'économie est marquée, entre autres, par la réalisation de nombreux chantiers. On peut citer, à titre d'exemple, la réhabilitation
du pont Félix Houphouët-Boigny avec un taux de réalisation de 73%, de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou qui est à 65% du taux d'exécution, de l'axe Tiébissou-Boaké à 34%, du 4e pont d'Abidjan à 25%, du pont de Cocody à 19% et du carrefour de l'Indénié à 30%. Le programme d'action prioritaire a été exécuté à plus de 75% des objectifs fixés. Pour le porte-parole du gouvernement, ce résultat obtenu malgré la situation sanitaire et les perturbations socio-politiques traduit l'engagement du gouvernement à garder le cap, faire avancer le pays pour le bien-être des populations. Je vous l'annonçais en titre, de moins en moins de jeunes Ivoiriens sont capables de parler leur langue maternelle, un phénomène qui inquiète des organisations non gouvernementales qui se battent pour la survie de ce riche patrimoine culturel. Ces langues finiront-elles par disparaître au moment où l'UNESCO encourage le multilinguisme? La réponse dans ce constat de Pierre-Di Pomelin et Éric Imo. Trècheville, avenue 4 rue 18. Dans cette cour familiale, la famille tente de garder quelques restes de la langue Hatchan ou Tchaman, appelée communément ébrie. J'arrive à parler la langue maternelle parce que d'abord, je fais le village et les parents là-bas m'ont appris à parler la langue maternelle. Mon village, c'est Songondagbe. J'ai fait l'école primaire là-bas jusqu'au CM2. Pas si évident pour tous les membres de la famille. Tu les parles en hébreu, eux ils parlent en français. Donc c'est pas comment on va faire. Ils comprennent la langue maternelle mais ils ne peuvent pas s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer en hébreu. On peut comprendre, mais parler aussi, leur répondre en hébreu, on n'arrive pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous parler en hébreu. Étant en groupe, on vous, les amis, d'autres parlent, les tétini, et toi tu n'arrives pas à parler. Tu as honte, c'est un peu bizarre. Une langue qui n'est pas parlée finit par mourir. Dans moins de 100 ans, on estime que 500 à 3000 langues seulement, sur les 7000 langues vivantes que compte la planète, survivront à ce phénomène de disparition qui s'accélère de jour en jour. Dans les rues d'Abidjan, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes adolescents qui n'ont jamais prononcé un seul mot de leur langue maternelle pour diverses raisons. Je suis amie de père et abourée de mère. Bon, je ne parle pas ma langue parce que mes parents eux-mêmes ne pratiquent pas la langue. Mon père comprend l'agni, ma mère comprend l'abourée. Et puis je ne vais pas souvent au village, le village paternel à Yamé, le village maternel à Mossou. Donc c'est tout ce qui fait que je ne comprends pas ma langue. J'aimerais apprendre, pouvoir échanger avec mes grands-mères, puisque ce n'est pas elles toutes qui parlent le français. Du côté de mon papa, bon, il est Nyombois, BT. Bon, je ne connais pas son village, je sais que c'est Nyomboisseau, mais je ne suis jamais allée là-bas. Je ne connais pas les membres de sa famille en tant que telle. Et du côté de ma maman, elle est née au Gabon, elle est gabonaise. Bon, je ne suis jamais allée dans son village aussi. C'est un problème aussi parce que souvent, tu n'arrives pas à bien communiquer avec les autres membres de ta famille. Et pourtant, l'UNESCO prône le multilinguisme. Le cas ivoirien inquiète le président de l'Académie des langues maternelles de Côte d'Ivoire. Notre plaidoyer, c'est d'abord que tous les projets qui ont été initiés par nos autorités puissent être réactivés. Je parle du projet École intégrée, le projet de mise en place du comité interministériel portant promotion des langues nationales. Nous avons le projet de codification des langues à Lila. Il faut pouvoir utiliser nos langues à l'école. Donc si on permet à l'enfant d'apprendre sa langue dans sa langue depuis la maternelle jusqu'à l'université comme ça se fait ailleurs, alors cet enfant-là, il pourra être enraciné, c'est-à-dire connaître toutes les valeurs de sa société. Et donc, il sera un citoyen sage, donc responsable et sur qui le pays peut compter. L'UNESCO fait un suivi aussi précis que possible de la santé des langues. Près de 4% des langues ont disparu depuis 1950 et près de 40% sont considérées comme menacées d'extinction pure et simple. L'UNESCO estime que l'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance. Pour l'institution, la protection et l'éducation de la petite enfance est le fondement de l'apprentissage.
Et cette initiative de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui analyse le système éducatif et fait des propositions en vue de son amélioration, le mouvement a adopté une matrice d'action 2021 à exécuter au cours de la présente année académique. Nadia Eidja. Le rapport PASSEC, les grossesses en milieu scolaire, les notes sexuellement transmissibles, les difficultés liées à l'application du système LMD, l'orientation des nouveaux bacheliers, la fraude ou encore la violence, c'est autour de ces problématiques de l'école ivoirienne que se sont articulés les travaux de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, environ 500 secrétaires et coordinateurs de la FESI, ainsi que des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves, se sont réunis pour débattre de ces questions. Ces énormes problèmes nous amènent aujourd'hui à nous pencher, à réfléchir sur quelle stratégie adopter afin de résoudre l'ensemble de ces problèmes qui minent l'école ivoirienne. Au niveau des universités, les problèmes sont légion. Nous les avons toujours décriés. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et se poser la question. Est-ce notre méthode qui est mauvaise ou est-ce les gouvernants qui comprennent mal ce que nous disons? Pour le secrétaire général, l'objectif de ces assises est de définir des actions à mener par la Fédération pour repositionner l'école à un niveau d'excellence. Aujourd'hui, on appelle tous les amis de l'école, tous nos parents, à voir l'école comme étant l'instrument qui produit l'avenir du pays et que chacun soit mobilisé avec les moyens qu'il a. Voilà, la FESI a les moyens de réfléchir, nous sommes des étudiants, alors nous allons réfléchir et puis proposer gratuitement. Dans cette optique, les recommandations de ce séminaire seront soumises aux autorités compétentes. Au total, 8 ateliers sont animés par les participants. Un peu de sport, la Liga, le championnat espagnol, veut se rapprocher de son public africain. Une mission de l'organisation séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire, l'accompagnement à la professionnalisation du football local, l'organisation d'un festival de football pour les fans de la Liga sont entre autres au menu de cette présence en terre ivoirienne. Salif Yalekwe, Arona Zeba. La Liga espagnole, l'un des championnats les plus cotés du monde, veut marquer sa présence en Côte d'Ivoire. Une délégation est à Abidjan pour être plus proche des fans de cette compétition avec des perspectives de collaboration avec des clubs locaux. Elle est ici pour faire des événements pour les fans, pour leur faire vivre leur passion. Elle est là aussi pour être auprès de ses collaborateurs, notamment ses diffuseurs, pour nouer des partenariats avec les entités sportives, comme par exemple les fédérations ou les clubs de football, les accompagner ou les aider dans la professionnalisation du football. Que le samedi, on va faire une fan fest qu'on appelle à la Liga. C'est un festival avec un mini tournoi de 4 équipes. Après cela, on regarde un match et le but exactement, c'est de réunir tous les fans, de pouvoir échanger entre fans de la Liga et de pouvoir vivre notre passion. Cette ligue a 90 ans d'existence. Pour cette saison 2020-2021, ce sont 20 équipes qui évoluent, dont l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid, le FC Barcelone. L'actualité sportive, c'est aussi la qualification des éléphants basketteurs pour le championnat d'Afrique de basketball masculin 2021 qui se jouera au Rwanda. Qualification arrachée de haute lutte après une brillante performance à Yaoundé au Cameroun dans le cadre des éliminatoires. Nos athlètes ont regagné Abidjan ce lundi en présence de Salif Yalekwe. Les éléphants basketteurs qui ont obtenu leur qualification pour le championnat d'Afrique de basketball masculin 2021 qui se jouera au Rwanda sont arrivés ce lundi à Abidjan au terme d'un tournoi qualificatif qui s'est tenu au Cameroun du 19 au 21 février. Après avoir battu la Guinée équatoriale 93-50 puis la Guinée 73-87, les Ivoiriens sont venus difficilement à bout des Camerounais lors de leur dernier match de poule score final, 64-57. Une qualification qui est la résultante de la solidarité au sein du groupe. Un état d'esprit de guerrier, de famille, de groupe vraiment soudé. Parce que je pense que quand un groupe est soudé,
il peut comprendre n'importe qui. Donc on était vraiment dans cet état d'esprit-là et ça a marché. Le résultat, c'est qu'on est qualifié avec 6-0. L'état d'esprit a été au top, parce que j'ai participé à l'équipe nationale pour les qualifications de Coupe du Monde et je vois vraiment qu'il y a plus de solidarité dans l'équipe et c'est ce qui a fait qu'on a pu remporter tous les 3 matchs. Une étape qui réjouit le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Satisfaction, on était allé pour cette mission. On savait qu'on pouvait se qualifier, mais le plus important pour nous, c'était de réussir à gagner les 3 matchs pour donner beaucoup de bonheur aux Ivoiriens, beaucoup de confiance à l'équipe. Et puis nourrir le projet de pouvoir aller très loin à Kigali, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire une bonne prestation et espérer certainement être sur le podium. À l'issue de cette ultime fenêtre qualificative, les pays à l'assaut du titre continental sont le Rwanda, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Kenya, le Mali, le Nigeria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan du Sud et la Tunisie, champions en titre. À l'étranger, le Niger, en proie aux violences terroristes, a été endeuillé hier par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine lors du second tour de la présidentielle qui oppose Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président du pays. Le dépouillement des bulletins a commencé dans la soirée, mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Yeli Traoré. 7 agents électoraux de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués au Niger dimanche 21 février dans l'explosion de leur véhicule dans la région de Tillabéri, au sud-ouest du pays. Le véhicule avait été affrété par la CENI de Tillabéri pour acheminer des responsables de bureaux afin de superviser le second tour de la présidentielle. C'est un grand choc pour nous tous. À un moment historique de notre pays, historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Ce drame arrive au cours de la journée du deuxième tour de la présidentielle, mettant aux prises le favori, Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président, dans un contexte d'insécurité provoqué par les djihadistes dans le pays. Ce sera également la première fois que 2 présidents élus se succèdent dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960. Le président sortant Issoufou, qui ne se représentait pas à l'issue de ses 2 mandats constitutionnels, a fait part de sa tristesse. Des Nigériens expriment leur plaisir de voir 2 présidents élus en passe de se succéder pour la première fois au Niger au lendemain du second tour de la présidentielle. Un civil va donner le pouvoir à un civil. Ce qu'on a entendu dans l'autre pays, nous, on n'a jamais vu ça. Mais c'est un grand plaisir pour nous. Et Inch'Allah, nous, on veut voir ça ici au Niger parce que c'est la première fois, ça nous fait plaisir. Je pense que les élections se sont tenues dans de très bonnes conditions parce qu'il y avait la tranquillité et la sérénité dans les lieux de vote. Tout le monde a voté dans le calme et ça s'est bien passé. Et on espère aussi que le candidat qui va gagner, il va continuer aussi lui aussi dans la sérénité et la tranquillité comme les gens l'ont voté. La vraie réussite du scrutin résidera dans l'acceptation des résultats par toutes les parties une fois les résultats annoncés. Mohamed Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour. Mahaman Ousmane, presque 17%, et le premier part avec un net avantage. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, RDC, a été tué ce lundi lors d'une attaque dans la province orientale du Nord Kivu. Luca Attanasio, 43 ans, est décédé des suites de ses blessures par balle, selon une source diplomatique à Kinshasa. L'attaque qui a également coûté la vie au chauffeur et aux gardes du corps de l'ambassadeur est survenue lors d'une visite de terrain avec le programme alimentaire mondial au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. On retrouve Yeli Traoré. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été tué lors d'une attaque armée, lundi 22 février, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Luca Attanasio, âgé de 43 ans, se trouvait dans un convoi du Programme alimentaire mondial quand le véhicule a été pris pour cible. Gravement blessé par balle à l'abdomen, l'ambassadeur a été évacué vers un hôpital à Goma, dans un état critique, avant de succomber à ses blessures. 2 autres personnes ont également été tuées pendant l'attaque du convoi, le chauffeur congolais et le garde du corps de l'ambassadeur. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, qui se trouvait à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues européens, dénonce une attaque abjecte. Nous activons toutes les institutions compétentes pour arriver le plus vite possible à connaître la vérité sur cette attaque abjecte qu'ont subi 2 serviteurs de notre pays qui ont perdu la vie. Nous faisons aussi tout notre possible pour rapatrier leur corps. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est déclaré choqué par l'attaque du convoi de l'ambassadeur. Choqué par l'attaque d'un convoi WFP en RDC et les vies perdues, dont celle de l'ambassadeur d'Italie et d'un militaire, sécurité et paix doivent être assurées. L'UE restera aux côtés de la RDC et sa population. Mes condoléances à la famille de l'ambassadeur et à son escorte. Luca Attanasio était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019, après être arrivé dans le pays 2 ans plus tôt en tant que chef de mission, selon sa biographie officielle. Il était entré dans la carrière diplomatique fin 2003. Il est le 2e ambassadeur européen en fonction tué par balle en RDC, après le Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors d'émeutes qui avaient conduit à des pillages à Kinshasa sous le règne de l'ex-président Mobutu Sese Seko. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane a présenté vendredi devant les membres du Conseil national de transition sa feuille de route pour la durée de la transition. Il a dévoilé son plan d'action qui comprend notamment le délai à respecter pour l'organisation des élections, mais aussi la sécurité, notamment le dialogue avec les groupes terroristes. Yeli Traoré. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane a présenté vendredi son plan d'action devant le Conseil national de transition CNT, organe servant de parlement de transition. Près de 6 mois, jour pour jour, après le coup d'État du 18 août qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, la feuille de route du gouvernement était très attendue. Le chef du gouvernement a assuré que le gouvernement de transition qu'il dirige organiserait bien les élections l'an prochain. En plus des élections, dont celle du président de la République et des députés, il a été décidé, conformément à l'axe de la feuille de route de la transition, d'adopter une nouvelle constitution par voie référendaire. Mokhtar Ouane a également réitéré sa volonté de dialoguer avec les groupes djihadistes malgré les réticences de Paris. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali se lèvent pour appeler au dialogue avec nos frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il s'agit d'une demande maintes fois exprimée. L'annonce de dialogue du Premier ministre concernant le dialogue avec les djihadistes laisse certains membres du CNT dubitatifs. La négociation avec les groupes radicaux maliens, le problème qui va se poser, les Maliens disent qu'il faut négocier avec les groupes radicaux, mais est-ce que la communauté internationale est d'accord? Cette déclaration du chef du gouvernement malien arrive au moment où le président français, Emmanuel Macron, a de son côté appelé mardi à décapiter les groupes affiliés à Al-Qaïda au Sahel, dont la plus haute hiérarchie continue à nourrir un agenda djihadiste, selon lui. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.